Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 19-20. C'est une tranche régionale spéciale ce soir, très largement consacrée au crash d'un avion de la base aérienne de Tours hier soir et qui occultera exceptionnellement vos éditions locales pour laisser place aux faits, à l'enquête et à l'analyse. C'était donc il y a tout juste 24 heures, hier, peu après 17h30, un Alpha Jet de la BA 705 s'écrase sur un foyer pour adultes handicapés à Vouvray, faisant au sol un mort et 5 blessés parmi les résidents. L'enquête qui a commencé ce matin devra déterminer les circonstances de ce drame. Les hommes du bureau Enquête Accident Défense sont sur place depuis ce matin. De l'avion, il ne reste que des débris. Leur tâche est délicate et s'annonce longue. Sans doute, il faudra attendre plusieurs mois avant de connaître les causes de l'accident. Jennifer Baya avec Luc Perrault. Rechercher le moindre élément susceptible d'expliquer ce drame pour déterminer les causes de l'accident et en tirer des leçons. C'est le rôle des équipes du bureau d'enquête accident défense air arrivé ce matin et de la gendarmerie, toujours sur place. L'objectif, c'est d'une part, essayer de comprendre pourquoi cet accident a eu lieu, et d'autre part, voir s'il est susceptible de se reproduire sur d'autres types d'avions. Et donc ça, c'est l'enquête qui est en cours qui pourra le déterminer, sachant que ça dépendra évidemment du type d'appareil et du type de génération qui est concerné. Les 2 sièges éjectables qui ont déjà été retrouvés à plus d'1 kilomètre de là, comme chaque morceau de l'appareil de 6 tonnes sur le lieu du crash, pourront peut-être prochainement apporter de premiers éléments de réponse. Je vais pas rentrer dans le détail d'une enquête parce qu'elle démarre. Ce serait vraiment prématuré de rentrer dans aucun élément concret de cette enquête particulière. C'est un processus qui peut être relativement long puisque voilà, c'est très rigoureux et donc à chaque fois qu'une hypothèse mérite d'être recherchée ou approfondie, on le fait avec les expertises qui sont nécessaires. Hier soir, la ministre de la Santé avait réclamé sur place que toute la transparence soit faite sur cette affaire. Après un réveil difficile, c'est aussi le souhait des familles et du centre d'accueil endeuillé. Rappelons qu'un mort est à déplorer. Ce qu'on attend, c'est surtout la transparence de l'enquête, parce que pour le moment, on est un peu mis à l'écart, puisque du coup, c'est la police militaire qui intervient. Ce qu'on voudrait savoir et pouvoir ramener, en fin de compte, auprès des parents, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Comment on peut expliquer cette situation qui est vraiment dramatique, quoi. Donc l'attente, elle est forte, en fin de compte, sur les causes. Que s'est-il réellement passé? Panne moteur, défaut sur les commandes, oiseaux avalés par les réacteurs ou problème de maintenance. Les 2 pilotes devraient être rapidement auditionnés et apporter de nouveaux éléments à cette enquête. Ce que l'on sait déjà, c'est que le commandant de bord était aux commandes au moment de l'accident. Un fracas énorme, une boule de feu, voilà ce que racontent ceux qui ont vu au loin l'avion au moment où il s'est écrasé. L'élève pilote et son instructeur ont réussi à s'éjecter, mais leur appareil a détruit un bâtiment du foyer La Bélangerie où se trouvaient 19 résidents, des adultes en situation de handicap. Un homme de 63 ans est mort, 5 autres personnes ont été blessées. Récit de ces événements avec Jennifer Baya et Luc Perrault. Hier à 17h37, un Alpha Jet se crache à Vouvray sur un centre d'accueil pour adultes handicapés mentaux. Vitesse de l'impact estimée entre 250 et 350 km/h. L'appareil se désintègre au contact de ce bâtiment complètement détruit. L'avion d'entraînement militaire partait de la base aérienne 705 de Tours en exercice de nuit avec à bord un pilote en instruction et un commandant de bord. Durant le vol, un problème technique les oblige à s'éjecter de l'appareil quelques instants avant l'impact. Nos pilotes ont été confrontés à un incident technique. Ils étaient dans une phase au-dessus de l'agglomération et donc ils ont essayé de réagir en évitant l'agglomération de Tours. Ne pouvant pas, a priori, régler ce problème technique, ils ont été conduits à s'éjecter. Ils ont essayé de viser une zone qui leur semblait sombre et inhabitée. Et malheureusement, comme vous le savez, nous avons à déplorer une victime au sol. Un résident du foyer pour handicapés âgé de 63 ans qui se trouvait dans sa chambre à l'intérieur du bâtiment touché de plein fouet. Les autres résidents sont évidemment très secoués, tous ne réalisent pas ce qui s'est passé. Le personnel de l'établissement est lui-même aussi sous le choc. C'est pour cela aussi qu'une équipe médico-psychologique est intervenue parce que cet événement va évidemment provoquer des réactions, des angoisses. Une fois l'incendie maîtrisé, il est en effet très vite apparu que tout devait être fait pour maintenir les résidents sur le site.
L'incendie est maîtrisé, tous les bâtiments ont été vérifiés au niveau de leur solidité. On a pu remettre le courant dans 90% des bâtiments. Si on n'avait plus de chauffage, plus d'électricité, on ne pouvait pas les garder ici. C'est important qu'ils restent là ? C'est très important, c'est primordial pour eux. Ils ne peuvent pas être accueillis. Vous imaginez déjà le traumatisme qu'ils ont eu. Si en plus ils sont dispatchés dans les hôpitaux du département, ils n'ont pas leur place. Ce matin, le bureau d'enquête accident défense était attendu sur place pour de premières investigations. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Orléans. La Bélangerie, c'est un centre de l'ADAPI d'Indre-et-Loire, l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales. 127 personnes y sont accueillies en journée. 19 d'entre elles sont pensionnaires et dorment sur place. Pour ces personnes déjà fragiles, le choc a été extrêmement violent. Maintenant, il faut organiser la suite. Écoutez le directeur de cette structure. Le plus gros du travail, c'est à faire maintenant. Il y a eu l'évacuation, dont on vous a parlé, c'était l'instant T immédiat. Maintenant, c'est l'accompagnement de nos usagers, de nos équipes, pour reconstruire demain. Et là, il va nous falloir du temps. Il nous manque aujourd'hui 19 chambres pour loger nos résidents sur lesquelles on est en train de travailler, où on apporte des solutions en fonction de la décision préfectorale. À la base de 705 de Tours aussi, l'émotion est bien sûr immense. Le drapeau du fronton a été mis en berne. Toute activité aéronautique a été suspendue en signe de deuil. Le personnel, les navigants sont profondément touchés par cet accident et ses conséquences. Écoutez le lieutenant-colonel Duvivier, le commandant de la base. Notre premier état d'esprit, c'est bien sûr la tristesse qui nous envahit aujourd'hui, depuis hier soir, depuis ce drame, depuis ce bilan très lourd. Et bien sûr, notre pensée va vers la famille de Denis, de ses proches, les résidents de ce centre. Et vous savez que les résidents de ce centre ont une place particulière dans notre cœur et dans mon cœur, pour ceux peut-être qui connaissent l'histoire de la base et ses tropismes. Et puis, je tenais à vous dire également que l'équipage n'est pas tout à fait préoccupé par sa santé, mais seulement par les conséquences de ce drame. Voilà. Hier soir, on m'a demandé des nouvelles de l'équipage, et des nouvelles, c'était simplement que lui voulait en avoir, et il est assez inquiet, bien sûr, et traumatisé, et choqué, bien entendu, je pense que vous le comprendrez. Cette base 705 de Tours, elle va fêter l'année prochaine ses 100 ans. Elle abrite depuis 1961 l'école de chasse qui forme chaque année des jeunes pilotes sur Alpha Jet. Un appareil réputé sûr en raison de ses 2 moteurs rendus célèbres par la patrouille de France. Gros plan sur ce pôle important de la formation militaire en France où chaque année une vingtaine de pilotes est formée. Précision Jean-Paul Baume. Le crash dramatique d'hier soir reste un événement rare. Depuis 1979, date à laquelle l'Alpha Jet a commencé à équiper les écoles de chasse françaises, 2 accidents se sont produits en 1984 et 1988. Avion franco-allemand, l'Alpha Jet est un appareil biplace et les élèves pilotes sont donc toujours accompagnés d'un instructeur chevronné. Créée en 1961, l'école de chasse de Tours forme chaque année une vingtaine de pilotes qui sont déjà passés par Salon de Provence et Cognac et termineront leur écolage sur la base de Cazaux. Les vols ont lieu environ 180 jours par an, jour et nuit d'ailleurs, car l'Alpha Jet qui s'est écrasé hier entamait un exercice nocturne. Cet accident endeuille la Touraine au moment où la base aérienne s'apprête à célébrer son 100e anniversaire en 2015, au moment aussi où le départ de Tours de l'école de chasse dans les prochaines années vient d'être officialisé. Alors, avant de reparler plus en détail de cette base aérienne, on va revenir un instant sur les accidents qui ont eu lieu dans son histoire et plus généralement sur les accidents d'Alpha Jet en France. Avec vous, Benoît. À la base aérienne 705 de Tours, tout d'abord, Jocelyne. En 1969, un T-33, avion construit par les Américains, s'écrase sur la gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps. 1980, un autre T-33 se crache dans un champ à 25 km de Tours, à Dieppe, près de Bléré. À chaque fois, les pilotes n'ont pas survécu, pas de victimes au sol. Les accidents d'Alpha Jet en France, avion biplace franco-allemand en 1983. Avec la patrouille de France, un accident très spectaculaire. 2 avions se sont percutés lors d'un exercice d'exhibition. C'était à Niort, dans les Deux-Sèvres. Un an après, en 1984, à Noyant, dans le Maine-et-Loire, à 60 km de Tours, les pilotes avaient pu s'éjecter, tout comme en 1988, près de Loudun, dans la Vienne.
Merci Benoît. On va retrouver tout de suite en duplex de nos bureaux de Tours Franck Leroy. Franck, vous étiez sur place une bonne partie de la nuit. 24 heures après cet accident, il reste quand même pas mal de questions. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que l'école de pilotes de chasse de Tours est très réputée en France, il faut le souligner, pour l'excellence de sa formation. Oui, bonsoir Jocelyne. Je crois qu'on peut même dire qu'elle est internationalement reconnue chez les militaires parce qu'on forme à Tours des jeunes gens qui compteront ensuite parmi les meilleurs au monde, carrément. La formation, vous savez, est extrêmement poussée dans les airs, bien sûr, mais également au sol, car on a affaire à de véritables athlètes qui en même temps subissent une préparation minutieuse, une préparation mentale maximum, car l'exercice de la chasse aérienne est vraiment très exigeant. Tout va très vite, vous savez, Jocelyne, on a parfois quelques millièmes de seconde pour prendre une décision et puis les paramètres en vol sont incalculables. Il y en a un nombre incroyable à prendre en compte très rapidement. Mais est-ce que là, l'appareil peut être mis en cause parce qu'ils ont 30 ans quand même, ces Alpha Jet, ils ne sont pas tout jeunes, hein? Je crois pas, Jocelyne, je crois pas. Je crois que l'Alpha Jet jouit d'une réputation de fiabilité incontestable. D'ailleurs, ça fait plusieurs décennies qu'il le prouve quotidiennement. C'est pas pour rien qu'il y en a un peu plus de 500 qui sont en ce moment en exercice sur la planète. Et puis, vous savez, sur les bases, le personnel de maintenance, c'est lui aussi extrêmement minutieux. Alors, les deux pilotes, on l'a dit, hein, se sont éjectés juste à temps. On voit ça beaucoup dans les films, mais dans la réalité, c'est finalement une procédure qui est très très rare. Heureusement, je vous dirais, Jocelyne, heureusement, tout simplement parce que lorsqu'il y a éjection, ça signifie une chose, ça signifie que la situation est devenue complètement immaîtrisable et que les pilotes doivent se résigner à lâcher l'appareil et à le voir se détruire. Alors, il faut savoir quand même une chose, c'est lorsque l'on arrive à ce côté inéluctable de la situation, eh bien, le pilote tente toujours, au péril de sa vie, il faut savoir, de se rapprocher de ce que l'on appelle une zone d'ombre. C'est une zone qui est réputée inhabitée. Là, malheureusement, l'opération n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ces deux pilotes depuis hier soir? On va quand même prendre de leurs nouvelles. Alors sur ces deux pilotes très précisément, on n'a pas vraiment d'informations. Ce qu'il faut savoir en règle générale, lorsqu'il y a ce genre de situation, il y a deux étages, j'allais dire. Le premier, c'est qu'on les prend en charge physiquement s'ils sont blessés. Là, apparemment, ce n'est pas le cas. Ils seraient sains et saufs. Ensuite, on les prend en charge psychologiquement parce qu'il faut savoir qu'une éjection, c'est toujours un grand traumatisme pour des pilotes. Et puis alors ensuite, on débriefe avec eux, comme on dit dans le jargon militaire, on débriefe pour qu'ils comprennent bien, pour qu'ils intègrent bien ce qui leur est arrivé dans leur appareil, dans le cockpit. Et puis ensuite, vous savez, on essaie de très rapidement les remettre dans un avion, de les refaire voler, parce que finalement, c'est comme une chute de cheval. Lorsque ça nous arrive, il faut très rapidement recommencer parce que sinon, il y a la peur et il y a l'émotion qui s'installe. Merci beaucoup Franck Leroy pour cet éclairage. Vous étiez, je le rappelle, en duplex de nos bureaux de Tours. Alors, la particularité de cette BA 705, c'est sa situation finalement basée en plein cœur de l'agglomération tourangelle. Chaque jour, les mouvements aériens sont très nombreux autour du quartier Sainte-Radegonde à Tours et au-dessus de Saint-Pierre-des-Corps aussi. Saint-Pierre-des-Corps, justement, où est présent un site classé Seveso, site industriel sensible. Depuis plusieurs années, des associations se battent pour dénoncer les risques inhérents à ces survols. Reportage d'Oliviane Ganga avec Julika Herzog. Entre 120 et 150 mouvements par jour en moyenne, des décollages et des atterrissages que supportent les riverains de la commune de Saint-Pierre-des-Corps. Des nuisances sonores qui les polluent au quotidien, mais aussi une véritable crainte, la peur de vivre à nouveau un crash, comme celui qui s'est produit mercredi soir à Vouvray. Souvent, toute la journée, même jusque tard le soir, surtout l'été, on les entend bien parce que les fenêtres sont ouvertes. Ils passent toute la journée, quoi. Et effectivement, oui, ça me fait peur parce que j'ai toujours peur parce qu'ils passent bas, puis ça fait un boucan pas possible, quoi. Certains habitants résident depuis plus de 20 ans à quelques mètres d'un site classé Seveso, une angoisse avérée à chaque passage aérien. Il y en a eu quelques-uns qui sont passés il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, et on s'est posé la question, on dit vraiment, faut pas qu'il arrive un accident. La preuve, c'est arrivé. Ces avions-là ne devraient pas passer dans le secteur. Ils devraient passer plus loin. Et les risques, ils sont partout, mais là, Primaga, c'est plus important. Cette militante, qui se bat depuis plusieurs années contre les nuisances sonores aériennes en Touraine, a toujours souligné qu'il y avait un véritable risque d'accident.
On parle de l'école de chasse, mais il y a l'aéroport. C'est une prise de risque importante pour l'agglomération dans la mesure où cet aéroport aujourd'hui et cette école de chasse sont incrustés en pleine agglomération qui c'est avec forte urbanisation. Donc c'est quasiment statistiquement obligatoire qu'on ait ce risque d'accident. Le crash de l'Alpha Jet à Vouvray a coûté la vie à un homme de 63 ans. 6 autres sont blessés ou choqués psychologiquement. Suite à cet événement tragique, l'association devrait saisir les pouvoirs publics pour que ce type d'accident ne puisse plus jamais se reproduire. Alors on va tout de suite reprendre la direction de Vouvray où nous rejoignons en direct le maire de la commune. Bonsoir Brigitte Pinault. Quel est d'abord votre sentiment par rapport à cet accident qui s'est déroulé sur le territoire de votre commune? Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça hier soir? Bonsoir. Donc nous avons été avertis à 17h31. À 17h35, j'étais sur les lieux. C'est vrai que c'est un accident. Nous, on pensait plutôt à une explosion de gaz qu'à un crash d'avion. Nous avons été très surpris. Nous sommes tous très attristés par la perte donc, de ce résident de 63 ans. Jamais on n'aurait pensé à une tragédie pareille. Parce que c'était finalement un lieu qui était assez désert, hormis ce centre, autour c'était des vignes. Oui, tout à fait. Il se trouve à peu près à 2,5 km du centre-ville et c'est vraiment en pleine plaine, au milieu des vignes. La base, elle n'est pas si loin que ça de votre commune. Est-ce que vous ressentez ça comme une menace, comme ces habitants qu'on a entendus à Saint-Pierre-des-Corps, ces militants? Est-ce que cette base si proche de vous faisait peur ou pas du tout? Non, pas du tout. Nous sommes peut-être très habitués à entendre les quelques avions qui survolent plutôt le plateau que le centre-ville de Vouvray. Nous avons plus de nuisances de camions qui passent dans le centre-ville que les avions. Non, pour nous, ça ne nous gêne en aucun cas. Donc c'est d'autant plus surprenant, vous avez été d'autant plus surprise par cet accident? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. On sait qu'il y a toujours un petit peu de trafic aérien, mais c'est rien. C'est rien par rapport à la circulation dans Vouvray même. La suite, la reconstruction notamment de ce centre pour personnes handicapées, comment ça va se passer? Quel est le rôle, vous, la commune, que vous allez jouer là-dedans? Alors bien sûr, nous allons suivre au niveau du permis de construire. Nous allons essayer donc d'avancer au maximum que le dossier ne perde pas de temps. Mais bon, il faut déjà faire énormément de travaux. Il y a quand même toute la démolition de ce bâtiment qui est quand même assez grand, plus une partie de l'autre qu'il faudra consolider. Et bien sûr, il y a l'enquête qui va être déterminante. Il faut que l'enquête aboutisse avant de commencer les travaux. On suivra ça bien sûr de très près. Merci beaucoup Brigitte Pinault d'avoir été avec nous ce soir en direct. Alors voilà pour cet accident à Vouvray qui soulève aussi beaucoup de questions dans le Berry sur la base aérienne 702 d'Avord, la seconde de France en termes de superficie. Des avions militaires tournent en permanence dans le ciel. Alors, il faut savoir que la situation par rapport à Tours est complètement différente. La base militaire est située en dehors de l'agglomération, à plus de 20 km de Bourges, en pleine campagne. Les risques au décollage et à l'atterrissage sont donc beaucoup moins importants. Explication Emmanuel Tixier avec Juliette Rocher. Avord et sa base aérienne, c'est une longue histoire. Une vie rythmée par les décollages et les atterrissages sur l'unique piste de la base 702. Dans le ciel, des bruits de moteurs, mais rien de bien inquiétant pour les habitants. Ils ne volent pas énormément au-dessus des maisons, à part les Xingu qui font leur passage le mardi et le jeudi. Mais autrement, quand ils décollent comme la WAX, ils vont faire leur mission, ils décollent et ils s'en vont. Donc non, on n'y pense pas. C'est Avord, on sait qu'il y a une base aérienne et qu'on n'est pas avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est pas pire que les gens qui vivent à côté d'un aéroport ou d'un grand axe routier ou ferroviaire. Entre Farges, Savigny-en-Septaine et Avord, la piste de 3,5 km reste à l'écart des habitations. À l'atterrissage et au décollage, les avions doivent respecter les corridors aériens et ne pas descendre en dessous de 1000 mètres au-dessus des habitations. L'axe de piste est complètement dégagé des différents villages. Et en plus, nous avons la chance d'avoir le polygone de tir, qui est bien sûr inhabité, par définition, et qui nous donne plus de 10 km dans l'axe de la piste pour le décollage, qui est la phase qui peut être celle la plus éventuellement, en cas d'incident, la plus difficile. Une configuration optimale et du matériel fiable qui explique sans doute le nombre réduit des accidents. Dans ce musée de l'aviation, 4 répertoriés depuis les années 50,
Le dernier date de 1961. Dans ces accidents, il n'y a eu que des occupants. Il n'y a pas eu de victimes au sol. Ça n'a été que le personnel navigant qui a été victime de l'accident, effectivement. Il peut y avoir l'erreur humaine ou la faute humaine, mais généralement c'est le problème technique. L'essentiel du trafic est réalisé par l'école d'aviation de transport. Des dizaines de mouvements quotidiens sans encombre dans le ciel d'Avord. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce crash d'Alpha-Jet hier soir sur la commune de Vouvray. Bien sûr, vous retrouvez toutes ces informations et bien d'autres et un dossier complet sur notre site internet centre.france3.fr, également sur les réseaux sociaux. Autre titre de l'actualité de ce jeudi, la garde à vue de Guillaume Pelletier à Nice, le maire UMP de Nain-sur-Beuvron dans le Loir-et-Cher et ancien vice-président de la droite forte. Une garde à vue finalement levée plus tôt que prévu cet après-midi, Benoît. Oui, l'enquête portait sur des sondages et analyses de sondages facturés à la société Pygmalion et aussi à la société de Guillaume Pelletier comme plus, notamment pour la ville de Menton. Il était aujourd'hui entendu en même temps que le cofondateur de Pygmalion, Guy Alves. Précision, Isabelle Racine. Guillaume Pelletier, l'ancien vice-président de l'UMP et actuel maire de Nain-sur-Beuvron dans le Loir-et-Cher, arrive ce matin dans les locaux de la police judiciaire de Nice. Il est immédiatement placé en garde à vue, ainsi que Guy Alves, l'un des cofondateurs de Pygmalion. Les enquêteurs s'intéressent à l'activité de l'entreprise de Guillaume Pelletier, comme un plus. En juin dernier, la police judiciaire avait perquisitionné le domicile Sologno de Guillaume Pelletier. Sa société a en effet remporté en 2012 un marché public avec la mairie UMP de Menton. Celle-ci lui confie alors une mission d'évaluation des politiques municipales pour un montant de 14 800 €. Dans le même temps, pour une somme équivalente, elle commande à Pygmalion un sondage. Les enquêteurs soupçonnent la mairie de Menton d'avoir coupé artificiellement en deux ce marché afin d'éviter une procédure d'appel d'offres. L'association anticorruption Anticor a alors déposé plainte pour délit de favoritisme et prise illégale d'intérêt. La garde à vue de Guillaume Pelletier a pris fin un peu avant 16 h. C'est lui le premier qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Et puis toujours au chapitre justice, le procès du gendarme de Joué-les-Tours qui avait mortellement fauché une fillette en mai 2011 a eu lieu aujourd'hui au tribunal correctionnel de Tours. Il est accusé d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Le gendarme comparaissait libre pour ce procès raccourci de 24 heures en raison des mouvements de contestation des derniers jours de la loi Macron. À l'audience, le gendarme a reconnu une erreur d'appréciation de la courbe du virage, mais porte la responsabilité sur le véhicule. La maman de la petite fille s'est insurgée contre les mensonges du gendarme qui a présenté ses excuses. Loïc Blache avec David Jouya. À la barre, Grégory Potiron n'a cessé de garder sa ligne de défense en rejetant toute la faute sur le véhicule qu'il conduisait. Un pneu sous-gonflé, la présence d'un clou ou encore celle de gasoil sur la route. Il y a une maladresse au départ qui n'a jamais été contestée. Pour autant, cette maladresse n'est certainement pas une faute pénale. Et derrière, il n'y a aucune faute pénale qui a été commise dans la mesure où ce camion était absolument irrattrapable. Après une matinée consacrée aux 3 expertises, le tribunal correctionnel s'est penché sur la personnalité du prévenu et notamment sur le fait qu'il ait dissimulé au juge d'instruction qu'il prenait des anxiolytiques depuis 10 ans. En milieu d'après-midi, devant l'instituteur et les parents de la petite Mélanie, Grégory Potiron a présenté des excuses aux victimes. Un pardon que certaines familles acceptent, mais elles en demandent plus, elles demandent un devoir moral de vérité. Si on aurait vécu les mêmes événements, on aurait demandé au pardon, on aurait fait tout pour ne pas revivre cette expérience, quoi. Ça, moi, je le comprends. Moi, je peux lui pardonner. Ma fille aussi peut lui pardonner quelque part. Mais il faut qu'il dise la vérité. Ce qui a choqué les victimes, c'est que le gendarme ait demandé et obtenu, en septembre dernier, son intégration au sein d'une autre brigade motorisée près de Nantes, alors que l'affaire n'était pas terminée. Après une journée de débat, le procès se poursuit toujours au tribunal correctionnel de Tours. Il est possible que le jugement soit mis en délibéré ce soir. Grégory Potiron encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Soyez vigilants lorsque vous traversez une voie ferrée, même à la campagne. C'est le message que veut rappeler la SNCF à travers une campagne nationale de prévention. Depuis 2000, il y a eu 56 accidents liés à des passages à niveau pour piétons et 44 morts. Julien Bernier et Vincent Logereau se sont rendus ce matin en gare de Nogent-sur-Vernisson pour une opération de sensibilisation. C'est l'inattention des voyageurs qui est la principale cause des accidents.
Port d'un casque audio, utilisation du smartphone ou effet de groupe, ces comportements peuvent être fatals lors de la traversée à pied d'un passage aménagé. Des comportements à risque par certains usagers sont encore observés dans cette gare. Ils ne pouvaient plus traverser au niveau du passage parce que le train était déjà là, donc il a couru pour traverser plus loin au niveau des rails à la fin du train. Voilà, les gens font attention à leur train qui arrive effectivement sur la voie qui les concerne, mais il y a souvent un train de marchandises qui arrive au même moment de l'autre côté, c'est celui-là qui est dangereux en fait. Même si le dernier accident remonte à fin 2010 sur le réseau Centre, une piqûre de rappel est nécessaire auprès des voyageurs. Les publics les plus touchés sont à 60% des jeunes et 30% des personnes âgées. Une campagne sur Internet met en scène des hérissons pour cibler ces catégories. Bonjour madame. Oh, comment je... Dans les gares peu desservies, comme ici à Nogent-sur-Vernisson, il n'y a pas toujours des alertes sonores pour avertir les distraits. Pour la SNCF, la multiplication des avertissements n'est pas la solution, ce sont les attitudes qui sont problématiques. On est vraiment sur des aspects de comportement, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des éléments, mais nous sommes là sur des comportements où des gens se pressent le matin pour prendre le train et qu'il faut justement sensibiliser sur le fait qu'ils peuvent venir 2 minutes avant et prendre le train en toute sécurité et traverser en toute sécurité. En France, près d'une gare sur 3 est équipée de passages à niveau pour piétons. La fréquentation de ces gares ne justifie pas l'aménagement de passerelles sécurisées. Je vous le disais tout à l'heure, pas d'édition locale Touraine, Berry et 7 au centre. Ce soir, elles ont laissé la place à ce journal spécial réalisé grâce à toutes nos équipes mobilisées depuis hier soir. Je vous rappelle, si vous nous avez rejoint en cours de route, qu'un avion Alpha Jet de la base 705 de Tours s'est écrasé hier soir sur un centre d'accueil pour personnes handicapées de Vouvray. Un résident a été tué, 5 autres blessés. C'est vraisemblablement un problème technique qui a causé ce crash. Les 2 pilotes ont réussi à s'éjecter. Ils sont sains et saufs, mais très choqués. L'émotion est immense sur place, aussi bien au centre d'accueil de la Bélangerie qu'à la base 705 de Tours, où toute activité aéronautique a été suspendue en signe de deuil. Depuis ce matin, vous le voyez sur ces images, place à l'enquête. Les hommes du bureau Enquête Accident Défense commencent leurs investigations. Des informations à retrouver également dans l'édition nationale dans un instant et sur notre site internet centre.france3.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Tout de suite, la météo, le journal de la rédaction nationale. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée.